Toute vie est donc à la fois personnalité et suppression de personnalité, de la personnalité. Le propre de l'homme est alors, selon Schleiermacher, la radicalité du processus d'individuation. Pour les degrés inférieurs de la vie, la particularité est celle du genre. Les individus se ressemblent. L'homme seul atteint une authentique individualité dans la personne. La position du problème est décisive et paradigmatique. Le sujet n'existe que dans son objectivation en tant qu'objet. C'est la sortie de soi qui en est, sous quelque forme que ce soit, l'expression. Mais ainsi changé en objet, figé dans des structures, le sujet producteur n'est plus en lui-même. Il s'apparaît donc dans son retrait même. Il est lorsqu'il n'est pas et il n'est pas lorsqu'il est. Bien que de telles pensées remontent à Héraclite, c'est pour avoir perçu et réfléchi cette tension que Schleiermacher a pu être mis en rapport avec la pensée la plus contemporaine. L'homme singulier a besoin de s'objectiver pour être, mais il n'est plus lui-même dans ses aliénations. Un double regard s'impose donc et il faut choisir la perspective qu'il convient d'adopter. Contempler l'être ou le sujet disparaissant ou s'intéresser à ses objectivations, les analyser pour essayer de trouver un sujet producteur qui, en dehors de ses productions et de son procédé, n'est pas objectivable. La philosophie et l'herméneutique de Schleiermacher ont opté décidément pour la seconde de ces solutions. Nous pouvons à présent préciser la typologie de la connaissance dans la perspective éthique qui est celle de l'action de la raison dans la nature ou de l'appropriation de cette dernière par la première dans l'existence humaine. L'âme est le lieu premier de cette inscription de la raison dans la nature, ou plutôt de sa manifestation, et c'est à partir d'elle qu'elle s'étend. Or, l'âme est le mode de présence de la raison dans la vie sous la forme de l'homme. La raison doit être âme, écrit Schleiermacher. Le principe animant forme, maintient corps et vie. Nous devons donc trouver la raison, s'appropriant la nature humaine et se conservant alors comme âme dans l'action réciproque avec le tout. La raison doit se particulariser en âme, même si elle est par ailleurs toujours donnée dans la communauté réelle. La raison est présente dans sa diffraction dans les personnes, bien qu'elle soit essentiellement une. La double polarité ainsi est transférée en l'homme. Tout doit être individuel, mais tout doit à nouveau être également identique, ce qui dans la vie ne peut pas être pensé autrement que par une mise en avant relative. Dans la vie, tout est un. La pensée finie, en revanche, sépare et est condamnée à l'analyse. Dans la pensée, nous considérons les fonctions isolément et successivement, en prenant garde toutefois de résister à toute tentation de substantialisation. Conformément aux fonctions dégagées plus haut, se désigne alors le programme culturel d'une éthique dont l'action se résume à deux formes. Les fonctions de la vie sont formation de la nature en organe et usage de l'organe pour l'action de la raison. Il n'y en a pas d'autre. Ce qui veut dire qu'il faut, premièrement, instrumentaliser la nature, c'est-à-dire par la connaissance la former pour pouvoir la maîtriser. Et deuxièmement, mettre cette nature instrumentalisée au service de la raison, c'est-à-dire rendre possible l'action du devenir de la raison. L'éthique, comme éthicisation, consiste donc à mettre la raison individualisée au service de la raison universelle. Il faut par conséquent développer le savoir et l'usage, la pensée et la volonté comme des fonctions complémentaires de cette unité pénétrée de raison qu'est la vie. Les deux ne sont pas à séparer strictement, puisque pour instrumentaliser la nature, l'organiser, je recours à une action, de même que l'action ne se fonde que sur une connaissance de la nature et de ses lois. Une fois de plus, il ne s'agit que des pôles d'une seule et même activité, qui requiert tant la dialectique que l'herméneutique. Chacune de ces fonctions qui représentent la fonction éthique en général, c'est-à-dire le devenir raison de la nature, peut être essentiellement marquée par l'identité. Il faut toujours entendre par là, chez Schleiermacher, un synonyme de l'universalité dont elle est la parfaite expression, ou l'individualité qui est la singularité. On retrouve ainsi la quadruplicité chère à Schleiermacher. La formation des organes peut être une individuelle ou deux universelle. Leur usage peut lui aussi être soit 3 individuels, soit 4 universels. Ces rapports sont essentiels en ce qu'ils déterminent l'opposition entre la fonction organisatrice et la fonction de connaissance, qui chacune est tour à tour marquée par la dominance de l'individuel ou de l'universel, c'est-à-dire
de la particularité ou de l'identité. On reconnaît dans ce mouvement l'assimilation traditionnelle de l'éthique et de la culture. Le bien suprême pourrait, dans l'éthique philosophique, être conçu comme une culture achevée, parfaite. Schleiermacher ne prétend pas y parvenir, lui qui sait garder aux idées leur caractère régulateur, mais l'éthique comme mouvement historique de la raison, comme formation de la personnalité et appropriation de la nature, et l'idée de la culture, ou plus précisément l'essence éthique de l'idée de la culture. L'éthique est donc bien une théorie qui assigne à l'existence de l'homme sa place dans le monde, comme passage de la nature à la raison. L'éthique est dépassement de l'animal et du psychique, ce qui pour nous et sur cette terre ne peut jamais se faire entièrement, puisque l'homme est animal. La terre, comme nous-mêmes, n'existe jamais que sous la forme de l'opposition. Nous sommes au milieu entre l'absolu et la pure animalisation. Pascal avait raison qui disait qu'il ne faut pas que l'homme croie qu'il est égal aux bêtes, ni aux anges, ni qu'il ignore l'un et l'autre, mais qu'il sache l'un et l'autre. Un peu comme Kant, dont on peut certes rapidement, mais pas entièrement à tort, considérer que la question « qu'est-ce que l'homme ?» trouve une réponse dans la formule qui voit en ce dernier un être raisonnable mais fini. L'éthique est donc effort, tâche inachevable. La raison se réalise en transformant tout en idée ou en saisissant par la raison ce qui est, c'est-à-dire en contemplant la raison dans le monde. Au plan de l'individu, qu'est l'homme singulier, on saisit ainsi la finalité éthique, que tout dans l'individu soit rationnel et que la raison soit individuelle. Par cette raison, l'individu dépasse la simple rationalité pour entrer dans la communauté. Ces deux tendances ou mouvements de la raison sont individuation et son ressac. La tendance à la communauté font l'éthique qui, lorsqu'elle est spéculative, décrit le devenir de ce mouvement d'une raison, s'inscrivant dans une nature par là même transfigurée. L'éthique de Schleiermacher est une philosophie de l'esprit. La raison y est même dans son activité de connaissance, essentiellement pensée comme activité. La dimension pragmatique de la philosophie de Schleiermacher est incontestable, ce qui rapproche cette dernière de Fichte, qui lui aussi soulignait si fortement le primat de l'agir, et de Kant. Dans un cadre éthique, savoir et agir. Cette action, organisée et symbolisée, est structurée comme la raison. Si organiser signifie cultiver, former la nature, il faut supposer que la nature humaine est elle-même déjà cultivée, c'est-à-dire habitée par la raison. Organiser implique alors que l'homme parte de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, alors que pour la connaissance, le mouvement sera inverse. Car il est plus facile de connaître la nature extérieure objectale que de connaître l'intérieur qui n'est pas immédiatement donné. La tendance à la communauté. Dès la théorie des Geselligkeiten-Betragens, Schleiermacher affirme que la Geselligkeit, la sociabilité, est une tendance incontournable. Sa finalité est de trouver une parfaite action réciproque entre tous ceux qui s'inscrivent dans cette sociabilité. L'action réciproque sous la catégorie de la relation définit la communauté, et il va sans dire que cette théorie éthique devra se retrouver dans la politique. La Staatslehre. Il faut pour cela savoir ce qui porte les hommes à se rassembler ou à rechercher leur semblable, ce qui est le dépassement de l'individualité pour une communauté dans laquelle l'individualité est entièrement aufgehoben, c'est-à-dire moins supprimée que recueillie. Par sa double tendance vers l'universel et l'individuel, l'homme reçoit et produit. Ce n'est pas uniquement le langage, mais la raison elle-même tend à la communauté et plus qu'un fait, c'est là un devoir. Une communauté de l'individualité doit, être fondée. Ce double mouvement confère à l'amour une valeur paradigmatique dans la mesure où il est une tendance à intuitionner l'individualité inaccessible et intraduisible. Schleiermacher reprendra cette idée dans la doctrine de la foi, que chaque élément essentiel de la nature humaine devienne également la base d'une communauté, ne saurait être parfaitement développé que dans le cadre d'une doctrine scientifique des mœurs. Cela est exigé par la conscience du genre, qui habite tout homme, qui ne trouve sa satisfaction qu'en la sortie hors des bornes de la personnalité propre et dans la réception des réalités produites par d'autres personnalités dans la sienne propre. Cela est réalisé en ce que tout intérieur parvenu à un point quelconque de la force de la maturité
devient extérieure et en tant que telle perceptible par d'autres. Dans ce passage, l'extériorisation est non seulement décrite, mais encore justifiée. La conscience de soi est simultanément conscience du genre. La tendance à la communauté est donc justifiée par l'essence générique de l'homme. Cette optique contient déjà une philosophie de l'histoire comme réalisation de l'humanité. La théorie de la connaissance montre ainsi qu'il est de la nature de l'homme de tendre à l'expression. Même le sentiment cherche à s'exprimer par expression du visage, comportement, ton. L'individualité est donc nécessairement ouverture sur autrui, passage par autrui dans la mesure où elle a besoin de sa reconnaissance. Il faut rappeler dans une perspective historique qu'on trouve ici l'intégration des théories de Spalding et Reinhold. Du théologien Johann Joachim Spalding, 1714-1804, dont on a dit qu'il n'était ni grand philosophe ni grand théologien, mais philosophe populaire et théologien populaire. Schleiermacher retient non seulement qu'il existe des tendances de l'esprit, ce dont témoigne la volonté de vérité et d'universalité, mais encore que la connaissance est liée au dépassement de soi vers les autres, comme en témoigne le sentiment de sympathie. L'individu porte ainsi en lui une tendance naturelle à la socialité. Mais plus encore que Spalding, c'est la philosophie de Reinhold qui a profondément marqué la notion de tendance du jeune Schleiermacher. Eilert Herms a montré que c'est à travers lui qu'il a approché Kant. L'éthique est la réponse à la question d'une tendance de la raison qui est certes parallèle à quelque chose qui doit se trouver dans la nature, mais qui n'y est pas assimilable purement et simplement. Dans la philosophie élémentaire qui expose son essai d'une nouvelle théorie de la faculté humaine de représentation, Reinhold présente des linéaments pour une théorie de la faculté de désirer dans la dernière partie du livre 3 intitulé « Théorie de la faculté de connaissance en général ». À la recherche du fondement de l'effectivité de la représentation qui ramasse chez lui l'ensemble de tout le processus cognitif, Reinhold met en lumière l'existence d'un Trieb zur Vorstellung, d'une tendance qui pousse la faculté de désirer vers la représentation. La distinction entre matière et forme permet une classification hiérarchisée de ces tendances. Il distingue premièrement une tendance empirique ou sensible, elle-même pouvant être grossière lorsque la sensation est externe ou fine lorsqu'elle est interne, qui est la tendance de la sensibilité. Deuxièmement, une tendance rationnelle sensible qui correspond à l'entendement dans son rapport aux sensations. La détermination de cette tendance par la spontanéité de l'entendement s'appelle volonté. Et enfin, troisièmement, une tendance rationnelle pure, propre à la raison. Elle a l'action de la raison pour objet exclusif. Il importe de noter que la raison ainsi conçue tend par elle-même en vertu de sa propre nature à se réaliser par ce que Reinhold appelle la moralité ou la Sittlichkeit. C'est de ce mouvement précis que rend compte l'éthique de Schleiermacher, puisque la raison est tendance à l'universel ou à ce que Reinhold encore appelle la communauté absolue. Dans le brouillon sur l'éthique de 1805-6, Schleiermacher explicite ainsi cette communauté de la raison qui n'est dans le monde qu'infiniment diffractée dans les individus qui y participent. Mais la raison n'est donnée que répartie dans les personnalités. Elle n'est donc que pour la totalité des personnalités, pour la communauté, elle est quelque chose d'absolument commun. La tâche d'imprimer à chacun le caractère opposé signifie donc que ce qui est absolument commun doit à nouveau devenir individuel et que l'individuel doit à nouveau entrer en communauté. La raison est présente dans une dissémination dans les individus qui doivent se réunir pour la réaliser, la rendre effective. Cette union ne vise pas seulement à la domination de la nature par la technique qui inscrit la raison en cette dernière. Domination de l'homme sur la terre. Cette domination exige une intellection parfaite de la nature. Elle n'est possible que dans la communauté absolue. Chacun ne peut y contribuer au maximum que par sa particularité. La communauté est la condition de possibilité de la réalisation éthique. Sans communauté, la raison ne peut pas s'élever dans l'individu jusqu'à l'identité. Dans sa tendance à la communauté, la raison devra trouver les moyens d'y parvenir et les trouvera dans la communication. L'essence de la raison ab initio sera communicationnelle, Mitteilung, expression qui partage. Or, cette tendance à la communauté, tout n'est qu'égoïsme qui est une forme du mal.
n'est bonne que la tendance à la communauté, à une communauté toujours plus parfaite, plus étendue et englobante, dont l'une des réalisations achevées est la culture. L'activité de la raison consiste non seulement à dépasser sa propre personnalité individuelle, mais encore à se rapporter à la totalité de toutes les personnalités, et plus précisément à la raison qui les habite, la totalité des raisons personnelles constituant la raison en soi. D'où le principe éthique fondamental. Qui pose la moralité pose une tendance à rechercher et à reconnaître d'autres. La communauté éthique est ainsi fondée sur une mutuelle reconnaissance de l'altérité fondée en raison. La tendance à la communauté ne se fonde pas sur la fonction formatrice en particulier, mais sur le caractère de l'identité en général. Dès 1805, cette identité en général n'est autre que la conscience du genre. L'objet de la tendance à la communauté est à proprement parler immédiatement le genre, et l'individu doit toujours se légitimer en tant que représentant de celui-ci, soit pour la fédération particulière, soit en général. Particularité et communauté sont complémentaires. On comprend aisément qu'on ne saurait penser l'un sans l'autre. La particularité n'est pas en effet l'autre radical. Elle se détermine par opposition à l'universel. Elle ne peut pas exister sans l'autre, sans d'autres, c'est-à-dire sans une communauté dont précisément elle se démarque. Inversement, la communauté trouve dans la particularité ses fondements, puisque toute communauté suppose l'union d'éléments susceptibles de la composer. On a souvent relevé dans cette perspective l'idéologie de la communauté parfaite étant l'image du paradis, chez Schleiermacher en remontant entre autres à l'influence de son séjour chez les frères Moraves.